Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une mise à jour concernant les vaccins contre la Covid-19. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs types de vaccins qui ont été développés et qui sont encore en cours de développement pour la Covid-19. Parmi ces vaccins, il y en a qui obéissent à des stratégies plus classiques, comme par exemple des vaccins inactivés, des vaccins atténués, des vaccins qu'on appelle sous-unités basés sur une seule protéine, des virus-like particles, donc des VLP qui ressemblent à des virus, mais qui ont simplement les protéines de structure du virus sans avoir de génome à l'intérieur. Et puis, des stratégies plus nouvelles, comme par exemple des vecteurs adénoviraux, des vaccins basés sur des molécules d'ADN purifiées et puis des molécules d'ARN complexées avec des liposomes, donc des euh, nanoparticules lipidiques plus précisément. Okay. Parmi ces différentes stratégies, il y en a deux particulièrement qui sont à un stade plus avancé, qui sont les vaccins basés sur l'ARN, dont les deux vaccins qui sont maintenant bien connus, celui de Pfizer et celui de Moderna, ainsi que des vaccins basés sur des vecteurs adénoviraux, dont celui de AstraZeneca, qui sera probablement bientôt disponible au Canada. Et on a des vaccins inactivés qui sont également à un stade relativement avancé et qui sont produits par des compagnies en Chine et également en Russie. Donc, voyons un petit peu les principaux mécanismes pour ce qui est des vaccins contre la COVID-19. Euh, Ici, on va voir comment, de façon très schématique, comment est-ce qu'on fabrique des vaccins qui sont des vaccins basés sur des sous-unités protéines ou bien des vecteurs viraux, des vaccins à ARN qui sont ceux qu'on connaît déjà très bien, et puis des vaccins inactivés. Dans les quatre cas, on part ici de virus qui serait le virus normal. On appelle ça souvent en biologie le virus de type sauvage. Et puis, pour ce qui est des vaccins basés sur une sous-unité protéine, il s'agit simplement de produire cette protéine en quantité importante en laboratoire, de la purifier, et puis on obtient donc une préparation de protéines qu'on va pouvoir injecter chez les personnes. Et les personnes qui sont immunisées ainsi, évidemment, l'objectif c'est que ces personnes-là vont produire des anticorps dirigés contre cette protéine. Et la protéine qui est utilisée pour tous ces vaccins, d'ailleurs, c'est la protéine S. Donc, c'est elle qui sera ce qu'on appelle l'immunogène pour ces différents vaccins. Ensuite, on a les vaccins adénoviraux. Alors, eux, ils sont basés donc sur l'utilisation d'adénovirus. Les adénovirus, ce sont des virus très communs. Il y en a de nombreux types qu'on connaît depuis longtemps. Ils infectent les humains, ils infectent bien d'autres animaux également. Et ces virus causent notamment des rhumes très ordinaires. Et euh, on est capable de produire des versions modifiées de ces adénovirus pour en faire des vecteurs adénoviraux dont le rôle sera de transporter le matériel génétique pour la protéine S chez les personnes qui recevront le vaccin. Donc, lorsque ce vecteur sera injecté chez une personne, eh bien, le vecteur sera capable de pénétrer dans les cellules des gens qui reçoivent le vaccin, et puis donc ça va mener à l'expression de cette protéine S, et donc au final à la production d'anticorps. Ensuite, les vaccins ARN fonctionnent sur un petit peu le même principe. Ces vaccins ces ARN purifiés qui codent en fait pour la même protéine S et vont être euh, euh, donc produits
euh, de façon complexée, dans le fond, à des nanoparticules lipidiques, et ces petits liposomes vont permettre à ces ARN de pénétrer dans les cellules, et puis évidemment la cellule donc va maintenant produire de la protéine S, et donc ça va mener à une réponse immune. Pour finir, les vaccins inactivés, eux nécessitent de propager le virus lui-même dans des cellules. Okay? Donc on a on part donc de virus de type sauvage, et il nous faut une lignée cellulaire qui permette cette propagation efficace du virus. Et puis celle qui a été choisie ici, c'est une lignée de cellules de singes, plus précisément de singes vert africains, qui s'appellent les cellules Vero, qui sont bien connues des virologistes. Elles sont utilisées pour propager de nombreux virus différents. Et une fois qu'on a laissé le virus se propager dans ces cellules, eh bien, on va ensuite inactiver ce virus. Okay. On va le récolter, on va l'inactiver, puis on va l'inactiver via un traitement au bêta-propiolactone. Ça, c'est un produit chimique qui va être capable de pénétrer à l'intérieur des virus et puis d'aller causer des dommages au génome du virus, à l'ARN du virus. Et ça va tuer le virus complètement. Le virus ne sera plus infectieux, mais les protéines, elles, seront encore intactes. Alors ces particules virales seront encore capables de pénétrer dans les cellules, ce qui va mener à une réponse immune efficace, sans pour autant qu'il y ait de réplication du virus. Donc, ces quatre stratégies sont probablement les plus avancées pour ce qui est des vaccins contre Covid-19. Et ici, j'ai préparé un tableau qui montre les différents vaccins qui ont été autorisés dans au moins un pays. On parle d'autorisation qui est définitive dans un petit nombre de cas. Le plus souvent, ce sont des autorisations temporaires qui ont été données, qui ont été accordées en réponse à l'urgence, évidemment, de la crise. Alors, on trouve dans cette liste des vaccins, les deux vaccins à ARN de Pfizer et de Moderna, qui sont maintenant autorisés dans 32 pays pour celui de Pfizer, et puis dans 11 pays pour celui de Moderna. Okay. On trouve 3 vaccins différents qui sont basés sur des vecteurs adénoviraux. Celui de AstraZeneca, qui est autorisé dans 19 pays, incluant l'Europe, incluant le Royaume-Uni. Celui de l'Institut Gamaleya en Russie, qui est autorisé dans 16 pays, incluant la Russie, mais qui n'est pas encore autorisé en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Et puis le vaccin CanSino, qui est présentement autorisé seulement en Chine, puisque ce vaccin est en fait dans des étapes précoces de ces essais cliniques. Ensuite, on va trouver 3 vaccins qui sont des vaccins inactivés, okay, donc de virus entiers qui a été tué au bêta-propiolactone. Et 2 de ces vaccins sont produits en Chine par les compagnies Sinopharm et Sinovac. Ils sont tous les deux autorisés en Chine ainsi que dans plusieurs autres pays. Et puis le 3e est un vaccin qui est produit en Inde. Là encore, les essais cliniques sont en cours, et puis celui-ci est autorisé seulement en Inde. Alors, on n'a pas des informations détaillées pour chacun de ces vaccins. Alors, on a beaucoup d'informations concernant les 2 vaccins à ARN ainsi que le vaccin AstraZeneca. Dans les 3 cas, les essais de phase 3 sont suffisamment avancés pour qu'il y ait des publications qui aient déjà été faites. Alors, on peut aller regarder en détail les données, et puis on a des pourcentages
d'efficacité. Alors, vous êtes familier des 95% d'efficacité pour les deux vaccins à ARN. Le vaccin AstraZeneca, lui, a montré des taux d'efficacité qui variaient en fonction du dosage. Okay, ils ont essayé deux dosages, au moins deux dosages différents, avec des résultats qui, de façon un peu surprenante, ont varié. Plus que prévu. Mais l'important, évidemment, c'est qu'ils sachent quelle dose donner pour atteindre le 90% d'efficacité. Et puis, on a très peu d'informations sur tous les autres vaccins, dans le sens que dans certains cas, il y a eu des communiqués de presse qui faisaient état de pourcentage de protection avec ces vaccins. Alors écoutez, moi, très certainement que ce sont des chiffres solides. Il n'y a pas de raison de remettre en doute ce qu'ils disent, mais enfin, pour l'instant, on peut pas. C'est un fait qu'on ne peut pas aller voir ces études dans le détail. Je vais simplement vous montrer à quoi ressemble un de ces essais cliniques de phase 3. Okay? Puis j'expliquerai un petit peu plus tard justement quelles sont les différentes phases de test pour un vaccin. Alors, lorsque vous prenez la décision de tester à grande échelle un nouveau vaccin, vous allez avoir besoin de plusieurs milliers, mais plus probablement plusieurs dizaines de milliers de volontaires. Et ces volontaires, vous allez les diviser en deux groupes. Un de ces groupes va recevoir un placebo. Ici, c'est le groupe qui est ici en rouge. Et puis, l'autre groupe va recevoir le vaccin. Pour chacun des deux groupes, ce que vous allez faire, c'est que vous allez communiquer régulièrement avec tous les volontaires et vous allez leur demander si ils ont été malades avec des symptômes qui seraient des symptômes COVID. Et vous allez, si la réponse est oui, vous allez leur demander est-ce qu'il y a eu un test qui a été fait pour confirmer que la maladie était causée par COVID-19. Okay? Donc, dans le fond, la question que vous allez poser, c'est est-ce qu'il y a une protection contre la maladie chez les personnes qui ont reçu le vaccin? Vous n'allez pas poser la question de savoir s'il y a une protection contre l'infection. Ça, c'est une distinction importante. Okay? Et de plus, il faut bien comprendre que de toute façon, d'un point de vue pratique, ce serait très difficile et même impossible de démontrer la protection contre l'infection. Si vous vouliez faire ça, ce qu'il vous faudrait faire dans le cas de COVID-19, c'est d'aller tester tous vos volontaires tous les 2 ou 3 jours, okay, pour la présence de virus au fond de leur gorge ou de leur cavité nasale. Puis évidemment, vos volontaires, ils ne vont pas accepter ça très, très longtemps, à juste titre. De toute façon, l'objectif d'un vaccin, pas seulement dans le cas de COVID-19, mais de tous les vaccins, c'est pas nécessairement d'empêcher l'infection, c'est d'empêcher la maladie. Alors, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que lorsque il y a des personnes qui donc deviennent malades de COVID-19, puis que c'est confirmé comme étant COVID-19, vous savez à combien de jours ces personnes sont devenues malades, combien de jours après avoir reçu le vaccin ou le placebo. Okay? Et alors vous allez pouvoir réaliser ce genre de graphes qui sont des graphes donc en fonction du temps. Et ici, on se rapporte au nombre de jours après avoir reçu la première dose de vaccin, sachant que pour la plupart des vaccins pour COVID-19, ce sont 2 doses qui sont prévues. On voit très bien que dans les 10 premiers jours, il y a une augmentation régulière du nombre de personnes
qui vont contracter la COVID-19 de façon égale dans les deux groupes, parce qu'évidemment, le vaccin n'a pas encore commencé à faire effet. Mais on voit que à partir de environ 12 jours, eh bien, l'augmentation devient très très faible chez le groupe qui a reçu le vaccin. Très peu de nouveaux cas de Covid-19, alors que le nombre de cas continue à progresser de façon régulière dans l'autre groupe. Okay. Ce qu'ils ont fait dans cette étude aussi, c'est que ils ont indiqué ici par euh, un carré qui est de couleur foncée, les cas qui étaient plus sévères de Covid-19, qui ont requis une hospitalisation. Puis comme on s'y attendrait, il y a un certain nombre de tels cas parmi les personnes qui deviennent malades. Et évidemment, il y en a beaucoup moins dans l'autre groupe, mais ils en ont quand même trouvé, ils en ont quand même eu un ici. Plus vous allez avancer dans le temps et plus vous allez avoir un différentiel élevé entre le groupe qui a reçu le placebo dans lequel vous allez avoir de plus en plus de malades et le groupe qui a reçu le vaccin, ok, eh bien plus ça va être facile de faire les calculs statistiques qui vont vous indiquer quel est le niveau de protection de façon la plus précise possible. Okay. Et donc, ça explique que vous vous souvenez probablement que lorsqu'on avait, avant que les vaccins soient commercialisés, on avait des nouvelles comme quoi, par exemple, le vaccin Moderna était peut-être 80%, conférait 80% de protection, et puis 2 semaines plus tard, c'était 95%. Donc ça provoquait un petit peu de scepticisme chez les gens. Là, on trouvait ça un petit peu étrange que le niveau de protection augmente, mais en réalité, c'est tout à fait normal et c'est basé sur l'analyse en continu de ce genre de données. Ok, parlons un petit peu des vaccins de type adénoviral. Alors, on a deux candidats principaux pour ce qui est de la population nord-américaine et européenne d'ailleurs. Ce sont les vaccins de AstraZeneca et puis le vaccin Johnson Johnson. Okay. Les deux seront bientôt approuvés au Canada. Pour ce qui est du vaccin de AstraZeneca, ce sera fort possiblement approuvé dès cette semaine. Et celui de Johnson Johnson, ils ont déjà déposé le dossier pour faire une demande d'approbation. Alors ça devrait arriver assez rapidement également. Ces vaccins de type vecteur adénoviral présentent des avantages certains. Premièrement, au niveau de la conservation, ils peuvent être en fait déshydratés, okay, et conservés à 4 degrés. Okay, donc ils peuvent être déshydratés au niveau du producteur et expédiés sous cette forme déshydratée et puis réhydratés par les techniciens qui vont administrer ces vaccins, réhydratés juste avant d'être administrés. Et ça, évidemment, c'est très avantageux par rapport aux vaccins à ARN qui, eux, nécessitent d'être gardés au froid, et l'un des deux nécessitant même d'être gardé au froid à des températures de moins 80 degrés. AstraZeneca a été testé dès le départ avec 2 doses. Pour le deuxième vaccin, celui de Johnson Johnson, ils ont fait un premier essai clinique avec une seule dose. Okay. Et ils ont obtenu un résultat d'efficacité qui était décent, mais qui était quand même un petit peu décevant, surtout comparé aux vaccins qui existaient déjà. Donc on parle de 66% de protection versus évidemment 95% pour les vaccins ARN. Alors ils ont fait un deuxième essai clinique où cette fois-ci il y avait 2 doses vaccinales, et puis il semble que les résultats vont être meilleurs.
Un autre avantage, c'est que les vaccins de type vecteur adénoviral sont moins chers que les vaccins de type ARN. Ils reviennent à environ entre 4 et 10 dollars par dose, comparé à 20 à 35 dollars par dose pour ce qui est des vaccins à ARN. Et ça, évidemment, ça peut aussi faire une différence, surtout pour les pays à revenus un peu moins élevés. Une question qu'on m'a beaucoup posée depuis 1 ou 2 mois, c'est est-ce qu'on peut faire confiance au vaccin ARN de Moderna et Pfizer? Comment se fait-il qu'ils aient été développés si rapidement? Est-ce que ça signifie qu'ils sont de moins bonne qualité ou que le travail aurait été un petit peu bâclé? Bon. La réponse est que oui, on peut leur faire confiance. Les essais cliniques qui ont été faits en fait de façon très rigoureuse, tout aussi rigoureuse que pour d'autres vaccins, même si ça a été fait rapidement. Il faut comprendre que cette technologie de vaccin ARN, même si elle est nouvelle, elle est en réalité assez simple. Il s'agit de produire des quantités importantes d'ARN, puis cet ARN va être encapsulé dans ces fameuses nanoparticules lipidiques, et c'est à peu près tout. C'est un vaccin qui n'est pas extrêmement complexe. La technologie existait déjà, mais avec d'autres applications. Alors je m'explique. La compagnie Moderna existe depuis plusieurs années, et dès le départ, elle a été spécialisée dans les traitements basés sur l'ARN. Donc, eux avaient des objectifs qui n'étaient pas nécessairement des objectifs vaccinaux, qui étaient plutôt des objectifs de thérapie génique, okay, avec ces ARN, mais le fait est qu'ils avaient la compétence, ils savaient comment produire des ARN et les utiliser. Um, Pfizer, eux, avaient moins cette compétence, mais ils ont collaboré avec une compagnie allemande qui s'appelle BioNTech. Et BioNTech, eux, avaient cette compétence de vaccin basé sur l'ARN, et ont amené ça à Pfizer, qui évidemment, Pfizer, eux, ils ont les installations qui sont nécessaires pour faire de la production à volume élevé. L'autre raison pour laquelle ça a été plus rapide que d'habitude, c'est que il y a des décisions qui ont été prises plus rapidement que d'habitude. Okay? Et aussi que la phase préclinique a été facilitée parce que concernant ce nouveau virus humain, la séquence a été connue très rapidement, des modèles animaux ont été disponibles très rapidement également, et donc des essais précliniques ont pu être réalisés chez les souris. Okay? Et ces essais cliniques ont pu démontrer en l'espace de quelques semaines que lorsqu'elles recevaient ce vaccin, les souris produisaient les anticorps qui étaient attendus. Alors on a pu passer chez l'humain assez rapidement. Normalement, chez l'humain, vous avez d'abord une phase 1 qui consiste à tester le vaccin à des doses croissantes, pas pour voir s'il est efficace, mais seulement pour voir si l'administration du vaccin amène des effets secondaires qui serait trop sérieux. Okay? Donc là, très rapidement, on a vu que ça n'était pas le cas. Les résultats de phase 1 étaient tout à fait satisfaisants. Pour une des deux compagnies, celle de Pfizer, si je me souviens bien, ils avaient testé 2 différents ARN. Il y en avait un des deux qui causait plus d'effets indésirables, alors ils ont pris l'autre. Et puis, on a profité de cette phase 1 pour doser chez les personnes qui avaient reçu le vaccin la production d'anticorps. Okay? Et on a pu voir que ces personnes produisaient ces anticorps, qu'elles en produisaient à des concentrations qui étaient similaires à ce qu'on trouvait
chez les personnes qui avaient été infectées naturellement. Alors la conclusion, c'est que probablement les personnes qui recevraient le vaccin allaient être euh, protégées contre l'infection parce que elles avaient donc des anticorps qu'on appelle neutralisants, c'est-à-dire des anticorps qui se fixent au virus et qui l'empêchent de rentrer dans les cellules. Donc pour cette raison, les compagnies sont allées tout de suite dans des essais cliniques de grande envergure, donc de niveau 3, avec des recrutements de dizaines de milliers de personnes. Normalement, on passerait d'abord par un essai de niveau 2 où on commence par tester le vaccin sur des centaines de personnes pour essayer de regarder l'efficacité lorsque c'est possible. Mais là, on est tout de suite passé à la vitesse supérieure en allant chez un grand nombre de personnes. Okay. Mais cette phase 3, elle s'est déroulée tout à fait normalement pour les différents vaccins euh, euh, qui sont maintenant dans le fond commercialisés ou en voie de l'être. Je dirais qu'elles ont été rendues euh, euh, plus faciles par le fait que la pandémie a continué à progresser à un rythme important. Et donc, il y avait beaucoup de personnes qui devenaient infectées dans les essais cliniques, c'est-à-dire dans les groupes placebo des différents essais cliniques. Okay. Ce qui permettait de rapidement déterminer si les gens qui avaient reçu le vaccin dans ces essais cliniques étaient résistants ou pas. Okay. Donc, comme je l'ai dit, les décisions ont été prises plus rapidement qu'elles le seraient normalement d'aller dans les choses à grande échelle, mais ça entraîne un risque financier qui est plus grand. Mais évidemment, le risque financier, il est supporté pas seulement par les compagnies elles-mêmes, mais également par des gouvernements. Il y a des contrats là, qui ont été passés en ce sens. Ok. Alors, on m'a également souvent demandé euh, euh, ce qu'il en était concernant les effets secondaires, c'est-à-dire les effets indésirables associés à ces vaccins. Ce qu'on constate, c'est que d'une façon générale, il y a des effets indésirables fréquents qui sont normaux. On trouve les mêmes effets secondaires pour les autres vaccins. Ils sont en fait euh, de bons signes parce qu'ils indiquent que la réponse immune fonctionne correctement. Ils sont soit localisés, c'est-à-dire qu'ils apparaissent au site d'injection, typiquement dans les 2 jours qui suivent, ou bien ils vont être ce qu'on appelle systémiques, c'est-à-dire que ce sont des effets secondaires qui sont au niveau de l'ensemble du corps dans son entier, par exemple de la fièvre ou des douleurs musculaires. Ces effets secondaires, on constate qu'ils sont moins fréquents chez les personnes qui sont plus âgées comparé à celles qui sont moins âgées. Ça, c'est également attendu parce qu'on sait que la vaccination fonctionne moins bien chez les personnes qui sont relativement plus âgées. Le système immunitaire évolue au cours de la vie et plus on avance en âge, moins on est apte à avoir un système immunitaire qui va garder en mémoire les microbes auxquels on est confronté. Okay. Et aussi de façon, là encore, non surprenante, les effets secondaires, ils sont toujours plus fréquents après la seconde injection du vaccin, lorsqu'il y a une seconde injection. Donc ici, je suis allé chercher des chiffres montrant des effets secondaires pour ce qui est d'un des 2 vaccins, plus précisément celui de Pfizer. Beaucoup de gens, même la majorité des gens, font état de douleur au site d'injection. Okay.
et également de gonflement aussi d'injection pour quand même une minorité importante, ainsi qu'une rougeur. Alors ces trois symptômes, c'est tout à fait logique. Dans le fond, c'est simplement une inflammation locale au niveau du site d'injection qui indique qu'il y a une réponse immune comme on pourrait s'y attendre. Pour ce qui est des effets secondaires plus systémiques, on a des maux de tête chez environ la moitié des personnes qui reçoivent le vaccin, des douleurs musculaires, de la fatigue, des douleurs articulaires chez un plus petit nombre de gens, de la fièvre, de la nausée et des frissons. Certains effets secondaires plus rares ont été rapportés et évidemment on en a beaucoup parlé. Et dans le cas de ces deux vaccins, ces effets secondaires plus rares, c'était des réactions allergiques. Alors, compte tenu que ces vaccins ont été d'abord testés sur des dizaines de milliers de personnes, puis maintenant ils ont été administrés à des millions de personnes, on est capable d'avoir une idée très très précise de la fréquence de ces effets secondaires plus sérieux. Okay? Et concernant cette réaction allergique, elle a été ici dans cette étude sur 2 millions, presque 2 millions de vaccinations avec le vaccin Pfizer. On a trouvé 21 cas de réaction dans le fond de choc anaphylactique, c'est-à-dire une réaction allergique sérieuse. Okay? Et 21 sur à peu près 2 millions, ça représente 0,001% des gens qui ont reçu le vaccin. Donc je pense que c'est important là, de comprendre que c'est vraiment très rare. Okay? La majorité des personnes qui ont fait de telles réactions allergiques étaient déjà connues pour faire des réactions allergiques à d'autres allergènes. Okay? C'est important aussi de bien souligner qu'il n'y a absolument aucun décès qui s'est produit. Les personnes qui administrent les vaccins ont les outils nécessaires pour réagir en cas de choc anaphylactique. Donc, on parle d'injection d'épinéphrine, par exemple avec des EpiPen. Et on pense que au sein du vaccin, la molécule qui est l'allergène, c'est-à-dire qui provoque la réaction allergique, serait le polyéthylène glycol. Ça, c'est une molécule qui est dans le vaccin pour protéger le vaccin, pour augmenter sa stabilité une fois qu'il est injecté dans le corps humain. Le polyéthylène glycol, c'est quelque chose qui est utilisé dans beaucoup de médicaments différents. C'est utilisé notamment pour une classe de médicaments assez connue qui s'appelle les interférons. Okay? Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que ces effets indésirables, sérieux, on les trouve vraiment chez un tout petit pourcentage des personnes qui reçoivent le vaccin. Et par conséquent, c'est très très clair que les bénéfices du vaccin surpassent de beaucoup les risques qui sont associés avec ce vaccin. Donc j'ai un petit peu plus d'informations sur la vingtaine de personnes qui avaient fait des chocs anaphylactiques dans cette étude sur le vaccin Pfizer. De façon surprenante, j'ai pas d'explication pour ça, mais une grosse majorité étaient des femmes. Ces personnes, une majorité présentait, comme je l'ai dit, avait un historique d'être allergique à différents allergènes. Pas toujours le même, parfois les fruits tropicaux ou un autre vaccin contre la rage, des piqûres d'abeilles, des allergies, multiples allergies aux œufs, au lait, etc. etc. Donc c'était des gens qui d'ailleurs, plusieurs d'entre eux portaient en permanence des EpiPen sur eux parce qu'ils se savaient à risque de faire des allergies. Okay.
Le, euh, la majorité de ces personnes ont reçu un traitement d'épinéphrine et toutes ces personnes ont été libérées, dans le fond, soit sont parties euh, directement à la maison, soit sont restés en observation puis euh, libérés peu de temps après. Donc il n'y a eu aucune complication durable résultant de ces vaccins. Ok, voyons quelle a été la performance du Canada en termes de campagne de vaccination. Et pour ça, je vais devoir revenir un petit peu en arrière, retourner à l'automne, au mois de novembre plus précisément, avant même que un seul des vaccins soit autorisé au Canada. Le gouvernement canadien, de même que les gouvernements d'autres pays riches, avait passé des contrats avec des fabricants de façon à précommander des doses de vaccins. Okay? Et le Canada était en fait en tête. Nous avions précommandé à peu près 9 doses de vaccins par habitant. Alors ça pourrait être surprenant de précommander autant de doses, mais ça s'explique par le fait qu'à ce moment-là, c'était pas encore tout à fait clair quel vaccin fonctionnait le mieux, quel vaccin allait être prêt avant les autres. Okay? Et donc, le gouvernement avait passé des contrats avec plusieurs compagnies simultanément. Um, et euh, concernant, et évidemment, à part le Canada, bien, en haut de cette liste, on trouve d'autres pays qui sont des pays à revenus élevés, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Union européenne, le Japon, etc. J'en profite pour faire une parenthèse ici, c'est que il y a déjà un problème et c'est un problème qui va s'amplifier au fil du temps, qui est le problème d'inégalité d'accès aux vaccins. Okay? Évidemment, la majorité des pays à la surface de cette planète n'ont pas, eux, les moyens financiers de précommander les doses vaccinales chez ces fabricants. Euh, pour essayer d'amener euh, un certain équilibre ce problème-là, il y a une organisation qui a été mise en place qui s'appelle COVAX, qui est financée par l'Organisation mondiale de la santé, CEPI, qui est une organisation internationale de préparation aux épidémies, ainsi que Gavi, qui est une alliance internationale pour soutenir les efforts de vaccination dans les pays en développement. Okay? C'est donc ces trois organismes ont mis en place COVAX. COVAX a déjà reçu du support financier de pays ainsi que d'organisations privées comme la Fondation Gates. Cela dit, le problème reste entier dans le sens que même s'il y a une organisation qui existe, les doses vaccinales pour l'instant sont sont réservées aux pays qui avaient précommandé. Ce qui risque de se passer, c'est que euh, les, euh, lorsque les vaccinations auront bien avancé dans certains pays à revenus élevés, eh bien, les doses que ces pays avaient achetées en trop seront données à COVAX qui va les distribuer dans des pays à revenus plus faibles. Mais évidemment, ça fait en sorte que les campagnes de vaccination seront clairement retardées dans ces pays. Maintenant, si on voit le nombre de doses qui a été distribué par jour, okay, dans, dans
quelques pays, on voit très clairement qu'il y a beaucoup plus de doses distribuées aux États-Unis et en Chine. Le Royaume-Uni s'en sort bien également, de même que l'Inde. Ok. Ce que ces quatre pays ont en commun, c'est que ce sont les pays dans lesquels des vaccins sont produits. Okay. La Chine, à elle seule, produit au moins 3 ou je crois même 4 vaccins qui sont déjà approuvés dans ce pays. Les États-Unis, évidemment, en produisent 2. Le Royaume-Uni produit le vaccin AstraZeneca. L'Inde produit un vaccin également. Donc, clairement, c'est toujours avantageux d'être un pays qui a investi dans la recherche vaccinale et dans la production vaccinale parce que ça permet d'être les premiers servis. Et si on regarde le pourcentage maintenant de population vaccinée, au lieu de regarder le nombre de doses, on voit qu'il y a des différences énormes entre les pays. Je vous fais remarquer que ici c'est une échelle logarithmique et non pas une échelle linéaire. Et en date du 30 janvier 2021, il y a de façon incroyable, il y a un tiers de la population d'Israël qui est déjà vaccinée. Okay. Les Émirats arabes unis sont également très proches d'arriver à ce même pourcentage. Plus de 10% du Royaume-Uni sont déjà vaccinés. Les États-Unis sont proches d'atteindre de 10% également. Par comparaison, le Canada se retrouve au milieu d'autres pays européens avec un taux de vaccination qui est plutôt plus proche du 3%. Et c'est encore pire si on regarde le nombre de doses distribuées par nombre d'habitants et en moyenne journalière. Donc là, si on regarde la situation au 30 janvier, okay, ce qui revient en réalité à demander, en tout cas dans cette analyse, à demander quelle est la situation dans la dernière semaine du mois de janvier, hein, puisque c'est une moyenne sur 7 jours qu'on regarde. Bon, Israël est en tête avec 2% donc de la population qui est vaccinée à chaque jour, okay, en ce moment. Donc, et le Canada, en comparaison, est très loin derrière avec 0,07% de la population qui est vaccinée à chaque jour. Donc vous voyez que quand bien même il y avait eu des contrats de préachat qui avaient été passés par le gouvernement canadien avec les compagnies, clairement, quand il s'est agi de faire appliquer ces accords, il y a eu des problèmes. Alors, quels sont les problèmes exactement? Est-ce qu'il y a des problèmes diplomatiques? Est-ce qu'il y a des problèmes d'organisation? C'est très opaque et on ne le sait pas. Mais c'est un petit peu décevant, évidemment, de voir que nous sommes si en retard dans cette campagne au Canada. On a évidemment beaucoup parlé de ce problème dans les dernières semaines. Et puis, s'il y a une conclusion qu'on peut tirer de ça, c'est que très clairement, on se doit comme pays de devenir un pays qui serait capable de développer ses propres vaccins et de fabriquer également ces vaccins de façon indépendante. Okay. Au Canada, on est un pays à revenus élevés, et puis on a un petit peu la mauvaise habitude d'avoir une stratégie qui serait dans le fond d'utiliser nos ressources financières pour acheter les traitements et les vaccins qu'il nous faut à d'autres pays. Et c'est ce qu'on fait pour Covid-19, puisqu'on ne produit pas non plus de traitements au Canada. Donc c'est une stratégie qu'on paye cher et qui, j'espère, sera changé en profondeur à l'avenir. Donc voilà pour ce qui est des vaccins fin janvier 2021. Merci de m'avoir écouté.